8 juin 2026, une convention presque invisible quitte les radars politiques. La CNAF confie à INRIA une partie du destin de 110 milliards d'euros sociaux. Ce n'est pas une réforme spectaculaire, c'est un langage, Catala, et une question brûlante, que reste-t-il de la loi quand elle compile ? Épisode Catala. La loi doit-elle devenir un code informatique ? Chapitre 1. La traduction qui coûte cher. La loi arrive en mots, l'administration la transforme en calcul. Entre les deux, il y a parfois un gouffre où personne ne voit tomber le citoyen. Imaginez un guichet numérique un mardi matin en France. Une famille actualise sa situation, coche une case, déclare un revenu, attend le montant qui doit tomber à la fin du mois. Sur l'écran, rien de dramatique. Juste une ligne, un montant, une règle appliquée. Pourtant, derrière cette ligne, il y a une chaîne immense, presque souterraine, où le texte voté au Parlement a déjà changé de matière. Il n'est plus une phrase du Code de la sécurité sociale, mais une règle branchée sur des dates d'effet et des arrondis dans un vieux système d'information. Selon la CNAF, ces systèmes gèrent chaque année environ 110 milliards d'euros de prestations sociales à destination de 13,6 millions de foyers allocataires. Ce chiffre n'est pas seulement budgétaire, c'est une plaque tectonique. Quand une règle y bouge d'1 millimètre, des millions de dossiers peuvent sentir la secousse. Et le plus troublant, c'est que cette secousse ne ressemble pas à une décision politique. Elle ressemble à un bug discret, à une incohérence entre deux bases, à une erreur de paramétrage que personne n'a vraiment voulu. La loi, en démocratie, est écrite pour être débattue. Elle accepte des mots qui portent plusieurs usages parce qu'il faut parfois laisser respirer un compromis. Un député entend une garantie, un ministère voit une contrainte, une administration prépare déjà la mise en œuvre. Puis vient le moment que le débat public regarde rarement. Quelqu'un doit traduire. Pas traduire du français vers l'anglais, traduire du droit vers du logiciel. C'est là que le texte quitte l'hémicycle et descend dans la salle des machines. Le problème n'est pas que les agents publics codent mal. Ce serait une lecture trop confortable. Le problème est plus profond. Une phrase juridique ne dit pas toujours dans quel ordre il faut tester les conditions, comment traiter une situation limite, ni ce qu'il faut faire quand deux règles semblent se contredire. Le développeur ne peut pas laisser ce flou en suspens. Un programme doit choisir. Il doit passer à gauche ou à droite. Il doit rendre un résultat. Dans une entreprise, une erreur de règle peut coûter une marge, une facture, un litige. Dans la protection sociale, elle touche le loyer, les courses, parfois la possibilité de tenir jusqu'au mois suivant. Voilà pourquoi Catala est intéressant, non parce qu'il promet une administration magique, mais parce qu'il déplace la question vers l'endroit exact où la valeur publique se perd, la mise en œuvre, l'endroit où l'intention politique devient opération de calcul. Selon INRIA, la CNAF et l'Institut ont signé le 8 juin 2026 une convention de partenariat. Elle porte sur le co-développement et l'utilisation de Catala dans la modernisation du calcul des prestations sociales. Le mot important n'est pas seulement modernisation, c'est co-développer. Cela veut dire que le langage n'est plus un outil importé après coup, comme une clé anglaise posée sur un moteur déjà brûlant. Il devient une tentative de faire écrire la règle par ceux qui comprennent le droit et ceux qui comprennent la machine, au même endroit, dans le même geste. La tension démarre ici. Si l'on ne code pas la loi proprement, on laisse des bugs invisibles décider à la place du législateur. Mais si l'on veut tout coder trop proprement, on risque d'écraser ce que le droit garde volontairement ouvert. Alors, de quel côté se trouve vraiment le danger ? Dans le flou du texte ou dans la netteté du calcul ? Chapitre 2. Le compilateur du droit. Catala ne vend pas un robot juge. Il propose quelque chose de plus étrange, une table commune, où le juriste et le développeur cessent de se passer des traductions approximatives. Catala part d'une idée simple à dire et très difficile à tenir. La règle juridique devrait pouvoir être lue comme du droit par un juriste et exécutée comme un programme par une machine. On appelle cela de la programmation littéraire. Le terme peut sonner élégant, presque académique. En pratique, il désigne un objet beaucoup plus concret. Un document où le texte, la logique et le calcul ne vivent plus dans 3 fichiers séparés. Ils s'alignent dans une même matière contrôlable. Selon l'université Paris-Saclay, le projet Catala est porté notamment par Denis Mérigou à INRIA, Liane Huttner à l'université Paris-Saclay et Marie Allozen au CNRS. Le projet a reçu en 2026 le premier prix de l'interdisciplinarité scientifique. Ce détail compte. Catala n'est pas seulement un langage d'ingénieur. C'est une tentative de fabriquer un pont durable entre deux professions qui, souvent, se parlent trop tard. Dans beaucoup d'administrations, le scénario classique ressemble à un jeu du téléphone arabe. Le juriste rédige ou interprète une règle, un chef de projet la transforme en spécification, un développeur la convertit en code,
Puis une anomalie remonte, parfois des mois plus tard, sous forme de cas usagés. À chaque passage, un peu de sens peut se décoller, comme une étiquette qui perd sa colle sur une boîte d'archives. Catala essaie de réduire cette perte, pas en supprimant les métiers, mais en les obligeant à regarder le même objet. La force économique et politique du dispositif se trouve là. Celui qui contrôle la traduction contrôle une partie de l'application réelle de la loi. Si cette traduction est enfouie dans un code difficile à lire, le pouvoir se déplace vers ceux qui maintiennent le système. Ce n'est pas nécessairement un pouvoir illégitime, mais il devient opaque. Catala remet cette couche de traduction sur la table. Il rend discutable ce qui, autrement, reste caché dans une branche conditionnelle. Prenons une image. Un contrat juridique classique ressemble à une carte annotée. On y voit les routes principales, les zones grises, les passages dangereux. Un programme, lui, ressemble à un aiguillage ferroviaire. Le train ne peut pas hésiter devant chaque bifurcation. Il prend une voie. Catala essaie de dessiner la carte et l'aiguillage sur la même feuille. Le juriste voit pourquoi le train part à droite. Le développeur comprend quel article justifie l'aiguillage. Il faut toutefois éviter le contresens séduisant. Catala ne capture pas l'esprit entier de la loi comme on capture une photo dans un téléphone. Il formalise les pans calculables du droit. Ce n'est déjà pas rien. Les prestations sociales contiennent beaucoup de règles arithmétiques, de seuils, de périodes, de conditions familiales ou professionnelles. Dans ces zones, la rigueur n'est pas une froideur. Elle protège. Elle permet de tester, de vérifier, de comparer l'intention écrite et le résultat donné. Mais une règle automatisée ne devient pas juste parce qu'elle est exécutable. Elle devient surtout auditable, si l'outil est bien conçu. La différence est immense. L'auditabilité ne promet pas l'absence d'erreur. Elle permet de trouver l'erreur plus vite, de savoir qui l'a introduite, de comprendre quel cas l'a révélée. Dans un système social, cette traçabilité vaut de l'or public, parce qu'elle transforme le bug en objet politique visible, au lieu de le laisser se déguiser en fatalité informatique. La vraie promesse de Catala tient donc en une phrase : déplacer le débat démocratique jusqu'au dernier kilomètre du calcul. Pas pour que le code remplace la loi, plutôt pour empêcher que le code devienne une loi clandestine. Chapitre 3. Le Parlement regarde la machine. Quand l'Assemblée nationale invite des développeurs à travailler sur le parcours de la loi, le symbole est clair. Le texte législatif n'est plus seulement imprimé, il devient matière à outiller. Les 3 et 4 juillet 2026, selon Village de la Justice, l'Assemblée nationale organise à l'hôtel de l'AC un hackathon intitulé « Le parcours de la loi vers une IA de confiance ». 250 développeurs, juristes et agents publics s'y retrouvent. La scène mérite qu'on s'y arrête. Un lieu de pouvoir feutré, des ordinateurs ouverts, des équipes penchées sur des amendements, des corpus, des interfaces. On entend presque le frottement entre deux temporalités. Celle du débat parlementaire, lente, rituelle, chargée de symboles. Celle du logiciel, rapide, itérative, obsédée par le prototype qui fonctionne avant la fin du week-end. Ce hackathon ne dit pas que la loi va être écrite par une IA demain matin. Ce serait une caricature. Il signale quelque chose de plus intéressant. Le Parlement comprend que la fabrique de la loi produit déjà des données, des flux, des versions, des dépendances. Un amendement modifie un article, qui modifie un régime, qui oblige une administration à revoir un calcul. À l'œil humain, c'est une pile de texte. Pour une machine, c'est un graphe de conséquences. La question devient alors, qui voit ce graphe avant le vote ? Dans une entreprise technologique, personne ne pousserait une modification critique en production avant des tests, une revue sérieuse et une simulation d'impact. Enfin, personne de raisonnable. Dans la loi, le mécanisme équivalent reste encore fragile. On vote parfois des dispositifs dont la traduction opérationnelle révèle ensuite des angles morts. Les administrations bricolent, arbitrent, demandent des précisions ou absorbent le choc dans leur système. Le citoyen, lui, ne voit pas le compromis technique. Il voit une réponse administrative. L'arrivée d'outils d'IA dans ce parcours peut créer une valeur réelle. Repérer une incohérence, retrouver une référence oubliée, signaler qu'un amendement percute un régime existant. Ce sont des tâches de navigation dans la complexité. Elles ne remplacent pas la délibération. Elles évitent parfois qu'une phrase mal arrimée devienne un caillou dans la chaussure de millions de dossiers. Ici, le type de pression n'est pas une concurrence frontale entre l'IA et le législateur. C'est une compression par l'aval administratif. Plus le droit devient complexe, plus ceux qui doivent l'appliquer absorbent les coûts cachés. L'outillage parlementaire tente de faire remonter ce coût au moment où la règle se fabrique. Reste une ligne rouge. Une IA qui aide à voir les conséquences n'a pas le même statut qu'une IA qui optimise le texte pour le rendre plus acceptable politiquement.
Dans le premier cas, la machine éclaire le champ de mine. Dans le second, elle peut devenir une machine à lisser le désaccord. Or, le désaccord n'est pas un bruit dans une démocratie, c'est une information centrale. Savoir qu'une règle est floue parce qu'un compromis a été difficile, ce n'est pas la même chose que produire un texte flou parce qu'un outil a maximisé sa chance de passer. Le hackathon de l'Assemblée nationale révèle donc un basculement institutionnel. Le droit entre dans une culture de l'outillage. Les juristes publics ne peuvent plus se contenter de publier le texte et de laisser la machine administrative absorber la suite. Les ingénieurs ne peuvent plus coder comme si la règle était une donnée neutre. Chacun découvre que l'autre tient un morceau de souveraineté. Mais cette découverte a un prix. Plus on instrumente le parcours de la loi, plus on rend visible l'écart entre ce que le politique promet et ce que le système peut exécuter. C'est inconfortable. Un simulateur ne respecte pas les éléments de langage. Il renvoie des cas, des effets de bord, des gagnants, des perdants. La machine ne tranche pas la légitimité, mais elle retire parfois le brouillard qui permettait de ne pas choisir tout de suite. Voilà le paradoxe du Parlement augmenté. La technologie ne rend pas forcément la loi plus technocratique. Elle peut aussi rendre le compromis plus honnête parce qu'elle force à nommer les conséquences. Encore faut-il que les outils restent au service de la dispute démocratique et non de son anesthésie. Chapitre 4. Le flou qui tient la pièce. Une loi trop nette peut devenir injuste, une loi trop vague peut devenir arbitraire. Entre les deux, la démocratie travaille souvent dans une lumière imparfaite. Il faut maintenant défendre une idée qui agace les ingénieurs et rassure parfois les juristes. Le flou n'est pas toujours un défaut. Dans la loi, certaines ambiguïtés sont des bugs, d'autres sont des soupapes. Elles permettent à des acteurs qui ne sont pas d'accord sur tout de s'accorder sur assez pour avancer. Le texte juridique garde alors une marge, non par négligence, mais parce que la vie sociale résiste à la clôture parfaite. Un langage comme Catala pousse naturellement vers la précision. C'est sa vertu. Un compilateur ne sait pas quoi faire d'une intention vague. Il réclame des conditions, des priorités, des exceptions. Il demande à la loi de sortir de l'ambiguïté. Cette exigence est saine pour les prestations calculables. Si deux familles dans la même situation obtiennent deux résultats différents, le flou n'est plus poésie démocratique. Il devient injustice administrative. Pourtant, tout le droit ne ressemble pas à une formule de calcul. Prenez les notions de bonne foi, de proportionnalité, d'intérêt supérieur de l'enfant, de troubles manifestement excessifs. Ces expressions ne sont pas de simples paresses de rédaction. Elles ouvrent un espace d'appréciation. Un juge, un agent habilité, une commission doivent regarder la situation réelle. Le dossier n'est plus seulement une ligne dans une table. Il redevient une histoire, avec des dates, des absences, des contraintes, parfois une détresse que le formulaire ne sait pas contenir. Le risque du tout-code naît ici. Si l'on confond ce qui est automatisable avec ce qui est gouvernable, on appauvrit le droit. On retire au système sa capacité à accueillir l'exception légitime. Le citoyen devient un cas conforme ou non conforme. Le monde, malheureusement, adore les cas tordus. Une séparation change l'adresse avant les papiers, un handicap désorganise les revenus, l'emploi précaire chevauche un déménagement, et parfois l'erreur de déclaration était de bonne foi. Ces morceaux de vie arrivent rarement dans l'ordre propre d'un diagramme. La bonne question n'est donc pas « la loi doit-elle devenir un code ?» Elle est plus précise. Quelle partie de la loi gagne à être codée et quelle partie perd sa fonction si on la code trop vite? Dans les règles de calcul, l'automatisation peut réduire l'arbitraire. Dans les zones d'appréciation, elle peut l'enterrer sous une apparence de neutralité. Un refus automatique paraît objectif parce qu'il est rapide, propre, sans colère. Mais une décision peut être parfaitement calculée et profondément aveugle. Pour un décideur public, la grille est opérationnelle. Il faut séparer le droit qui distribue mécaniquement un droit ouvert du droit qui qualifie une situation humaine. Le premier exige de la transparence algorithmique, des tests, une traçabilité rigoureuse. Le second exige des garanties de procédure, une possibilité de contestation, un humain responsable qui peut expliquer pourquoi la règle générale plie devant un cas particulier. La modernisation échoue quand elle mélange ces deux régimes dans une seule interface lisse. Catala, bien compris, n'est pas l'ennemi de cette distinction. Au contraire, il peut la rendre visible. Si une règle refuse d'être formalisée sans perdre son sens, c'est une information précieuse. Elle dit au législateur « Attention, ici, vous demandez à la machine de faire semblant de juger. Cette alerte vaut mieux qu'un automatisme silencieux. Le langage ne doit pas seulement compiler ce qui est clair, il doit aussi signaler ce qui ne peut pas l'être sans décision politique explicite.
Le flou démocratique n'est donc pas un droit au désordre, c'est une matière à gouverner. Il doit être placé là où l'appréciation est nécessaire et retiré là où il nourrit des écarts invisibles. Le rêve n'est pas une loi entièrement codée. Le vrai progrès, c'est une loi qui sait où elle accepte l'humain et où elle n'a plus le droit de cacher son calcul. Chapitre 5. La frontière utile. Le code n'est pas l'avenir de toute la loi. Il est le révélateur de ces zones franches, de ces angles morts, et des endroits où l'État doit enfin dire qui décide. Revenons à la Convention du 8 juin 2026. Une signature, un langage, 110 milliards d'euros de prestations en toile de fond. Au début, la scène pouvait sembler technicienne. Elle ressemble maintenant à un test de souveraineté. Pas la souveraineté en grand drapeau sur une estrade, la souveraineté modeste, quotidienne, qui consiste à savoir pourquoi un foyer reçoit tel montant, selon quelles règles, avec quelles possibilités de correction. Pour les DSI publics, l'enjeu n'est pas seulement de choisir un langage, c'est de redessiner la chaîne de valeur de la règle. La logique doit avoir un auteur identifiable. Sa validation ne peut pas rester une poignée de main entre métiers. Les tests doivent être visibles et la contestation d'une exécution doit trouver une porte ouverte. Chaque réponse déplace du pouvoir. Si le prestataire détient le code mais pas l'administration, la souveraineté fuit dans le contrat. Le juriste qui valide le texte sans comprendre l'exécution laisse ensuite la maintenance décider du sens réel. Côté ingénieur, un calcul livré sans exposition juridique enferme le pouvoir dans la technique. Catala devient intéressant parce qu'il tente de réduire ses fuites, en mettant le droit et le programme dans un espace commun. Pour les juristes d'affaires, la leçon dépasse l'état social. Les entreprises vivent déjà cette convergence. La conformité et l'assurance transforment des règles écrites en décisions automatiques, pendant que le crédit apprend à justifier ses refus ligne par ligne. La pression concurrentielle en jeu n'est pas la substitution brutale du juriste par le développeur. C'est une commoditisation des règles simples, pendant que la valeur remonte vers la conception du cadre et la responsabilité des exceptions. Celui qui se contente d'interpréter après coup sera comprimé par l'outil. Celui qui sait dessiner la règle exécutable et nommer ce qui ne doit pas l'être devient plus stratégique. Pour les responsables politiques, la question est encore plus nue. Le code ne supprime pas le choix, il le force à laisser des traces. Une règle floue peut rester acceptable si elle confie explicitement l'appréciation à une autorité responsable. Elle devient dangereuse quand elle laisse un système d'information choisir sans le dire. A l'inverse, une règle précise peut être démocratique si ses effets sont simulés, débattus, corrigés. Elle devient brutale quand la précision sert à empêcher toute respiration. Le futur à surveiller n'est donc pas le jour où une IA écrira une loi entière. Ce fantasme capte trop bien la lumière. Le vrai signal sera plus discret. Demain, un amendement arrivera avec ses tests exécutables, comme une règle qu'on ose enfin mettre à l'épreuve. Pour une prestation, un juriste pourra suivre le calcul ligne par ligne et retrouver l'article qui fait basculer le montant. Quant à la décision automatisée, elle ne donnera plus seulement le résultat, elle montrera le chemin juridique qui y mène. Ce jour-là, l'État ne sera pas devenu une machine. Il aura commencé à ouvrir le capot. La question du hook revient autrement. Que reste-t-il de la loi quand elle compile ? Il reste la délibération qui précède la règle, une responsabilité nommée quand surgit l'exception, puis le droit de contester le calcul rendu. Catala ne doit pas être jugé comme une baguette magique administrative. Il doit être jugé comme un révélateur. Là où la loi est calcul, qu'elle soit vérifiable. Là où elle est jugement, que personne ne se cache derrière la machine. La frontière fera la justice. La prochaine fois qu'un système public vous répond par un montant, demandez-lui quel article parle derrière l'écran. Si personne ne peut montrer le chemin entre la phrase votée et le calcul rendu, le problème n'est pas l'algorithme, c'est la loi devenue introuvable.